Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Je reçois Pepper Moon, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci Elsa. Je suis au soleil et je suis en train de faire un collier de pâquerettes. Ouais, tu as toujours des endroits très horribles quand tu fais des interviews, je vois. Mais oui, c'est ça. Mais pourquoi se faire du mal ? Je vais pas me mettre dans une pièce noire qui sent un peu le moisi. Je suis dehors, je suis à Pierrefonds, le village où j'ai grandi, et je regarde le petit lac de Pierrefonds où des poules d'eau, vous les entendrez peut-être, font leur nid. Et les petits oiseaux chantent. Je suis en plein soleil et je profite du printemps qui commence. Bah, tu as bien raison, et c'est vrai que ça fait du bien, un peu de soleil. Du coup, ma première question, tu t'en doutes, c'est pourquoi avoir choisi ce nom de scène ? Alors, Pepper Moon, c'est un nom un peu magique avec dedans du poivre. Et le poivre, c'est ce qui relève un plat, c'est ce qui lui donne une petite saveur un peu piquante. Donc, dans les textes de Pierre, si vous avez la curiosité d'écouter l'album, vous verrez que on a parfois des chansons qui sont sucrées comme des macarons, mais il y a toujours la petite pointe, un petit peu de sel ou de poivre qui vient relever le débat et qui vient poser la question. Donc c'est le côté un petit peu épicé du nom, et puis le côté moon, c'est la douceur, la rondeur, la féminité de la lune, la féminité. Si vous voyez des photos de moi, vous verrez que j'ai une tête de lune. J'ai la tête ronde comme une lune. Donc j'ai une tête de lune, et ça fonctionne bien. Et graphiquement, quand on a vu ce mot écrit, les deux P puis les deux O avaient un chouette ressort. Ça s'est assez vite imposé à nous, en fait, le nom Peppermint. Alors, vous avez sorti un 5e album qui s'appelle Les chansons de la Théière bleue, volume 2, qui est sorti le 9 mars. Alors, on va évidemment en parler, mais avant, je voulais savoir quel était ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Alors, c'est rigolo que je sois en train de faire un collier de pâquerettes parce que c'est très lié aux fleurs. C'est quand j'étais toute petite et en âge d'apprendre à parler. Ma maman m'a raconté que je chantais ce que je voyais. Donc, on se promenait beaucoup en forêt, puisque j'ai habité à Pierrefonds, qui est un joli village de Picardie entouré de forêts. Quand je sortais de ma maison, je n'avais pas une route à traverser, et j'étais dans les arbres et dans les grands hêtres, et ça sentait bon la mousse. Et pendant les balades, je chantais la petite Larguerite. Donc c'est de la petite Marguerite, et j'inventais des chansons. Donc c'est pas un souvenir. Je m'en souviens pas moi-même, mais on me l'a raconté. Et puis après, des souvenirs musicaux, j'en ai tout un tas. Mon père alors mes parents sont pas musiciens, mais la maison était remplie de disques. Il y avait des disques vraiment par centaines, et on avait une très belle chaîne. On pouvait. Alors nous, enfants, les parents étaient cool, ils nous laissaient tout à fait prendre un disque au hasard, celui qui nous inspirait, avec une jolie pochette, et écouter dans la maison la musique. Mon papa et même un jour, il était dentiste, et pour sa salle d'attente, il avait besoin d'avoir des disques pour faire un bruit sonore, et puis un fond sonore pour que les gens qui étaient dans la salle d'attente n'entendent pas les conversations qui se passaient dans le cabinet. Et donc il m'emmenait dans les magasins de disques, parce que ça existait encore à cette époque-là. Il y avait des disquaires, et il me disait tu prends ce que tu veux. Et donc moi j'étais comme une folle, j'avais le droit de choisir 10 disques. Alors je les découvrais juste par la pochette. Après, on écoutait, c'était plus ou moins des trouvailles, mais en tout cas, c'était très chouette d'avoir cette liberté-là. Donc, on achetait des disques, on les écoutait. Il y avait un piano à la maison. Donc, j'ai appris, j'ai mis très vite mes petits doigts sur le piano pour voir ce que ça faisait. Mon frère jouait de la guitare. Enfin, c'était joyeux et vivant. Ça permet aussi en tout cas, la manière dont tu achetais les disques, ça permet de
d'être très éclectique aussi au niveau de ses goûts. Ah bah c'est sûr que quand on fait des choix juste à la pochette, on peut tout à fait acheter un disque de jazz comme un disque de hard rock. Et alors, il y a des choses qui m'ont pas plu dans le tas, mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir des choses et puis d'avoir ce plaisir de mettre le disque dans la platine et puis c'est la surprise totale à chaque fois. Donc, j'ai toujours aimé, écouter avec des oreilles. Pas neuves, parce qu'elles sont jamais neuves, nos oreilles, mais en tout cas, des oreilles curieuses. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a emmené à la musique ou où tu t'es dit ma voix, ma vie et mon chemin de vie se dirigent vers la musique? Alors, la première fois que j'ai compris que je chantais mieux que tout le monde, enfin mieux, évidemment, c'est pas un concours, mais quand j'étais en classe, on chantait des chansons et ma prof de CE2, on avait chanté Fait comme l'oiseau de Michel Fugain. Et la mélodie est quand même assez compliquée. Et j'étais la seule à réussir à la comprendre et à la rechanter, en fait. Donc, mon institut m'avait dit « Ah, tiens, tu as bien compris ». Et j'ai compris à ce moment-là que c'était facile pour moi et que ça me demandait pas beaucoup d'efforts de retenir les mélodies et de les reproduire en chantant. Ça a été le premier pas. Ensuite, j'ai pris des cours de chant quand j'étais petite au collège et j'avais une prof de musique qui était incroyable, qui s'appelait Arlette et qui était Arlette Ducastel. Si elle écoute Fossa FM, je serais ravie qu'elle me fasse un petit message. J'ai jamais eu de ses nouvelles depuis, pourtant j'ai écrit un petit mot. Mais c'était une prof de musique qui était pas commune, elle était très rock'n'roll. Elle, quand elle faisait chanter les élèves, elle était souvent très émue, donc il y avait un truc j'ai compris avec elle que la musique ça pouvait véhiculer des émotions et on pouvait mettre les émotions qu'on avait envie de mettre dans une chanson. Donc elle était souvent très émue, elle était capable de pleurer quand un élève chantait, d'être émue de le voir chanter. Et quand il y avait trop de bruit, elle montait sur la table avec des énormes Doc Martens et elle tapait du pied sur le bureau et elle disait fermez vos gueules! C'était très, très rock'n'roll. Vraiment, je trouvais que dans une classe de 6e, ça m'avait vraiment décoiffé, quoi. J'avais trouvé ça génial. Ça m'avait donné envie. Et puis après, j'ai eu mon premier groupe au lycée avec des copains. On jouait dans une cave et on se marrait bien. Et à un moment, arrivé au début de lycée, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment chanter. J'ai pas... Et pourtant, j'étais très bonne élève. J'ai eu mon bac, mention bien, scientifique. Et tous mes profs me disaient, mais pourquoi tu fais pas médecine? Je leur disais, parce que je veux pas être médecin. Voilà. Donc, j'avais envie d'être chanteuse. J'avais envie de chanter. Sans forcément le comprendre, j'avais senti que ça me faisait du bien et que j'en avais besoin pour vivre. Comment est-ce que Pepper Moon est né? Parce que Pepper Moon, c'est pas que toi. Il y a Pierre aussi qui est à tes côtés. Pierre Fa, voilà, Pierre Fa A, avec 2 A parce qu'il est généreux. Pierre Fa et moi, on s'est rencontrés à la fin d'un concert de Marie-Claire Buzy en 2000, alors ça je ne sais plus, 2005 ou 2006, 2005 je dirais. Et avec Pierre, on nous a présenté, c'est mon parrain Christophe que j'embrasse, qui nous a présenté et qui nous a dit, qui m'a dit, écoute, tu veux chanter? Et je te présente Pierre, c'est un poète, il fait des très beaux textes. À cette époque-là, Pierre n'écrivait que pour lui. Il avait fait des chansons, je crois qu'il avait fait des albums pour lui. Il faisait des concerts. Et donc, Pierre m'a envoyé une démo. J'ai écouté les chansons, ça m'a tout de suite plu. J'ai trouvé que les arrangements étaient chouettes. Il y avait un côté pop et il y avait des choses assez... un peu plus piano-voix, il y avait des jolies ballades, il y avait de belles mélodies et les textes m'ont tout de suite plu. C'est Pierre qui écrit les textes aussi. Il y avait tout ce qui composait ma vie à l'époque de mes 18 ans. Il y avait l'émerveillement d'être dehors, de regarder les fleurs pousser, de laisser le temps passer, l'émerveillement d'aimer rire ensemble. Et tout ça, je le retrouvais dans ces chansons, ça me parlait bien, ces mots coulaient bien, c'était pas vulgaire,
c'était Pierre est quelqu'un qui lit beaucoup, qui a beaucoup de qualités, qui est cultivé et qui aime plein de choses. Et en fait, on voit dans ses textes qu'il va puiser dans les voyages, puiser dans les images, il va puiser dans les films qu'il a aimés, dans tous les disques qu'il a écoutés. Et il concocte après, il met son petit ingrédient magique et puis ça fait du Peppermoon. Et d'ailleurs, c'est en 2008 que votre premier single sort. Il s'appelle Les Petits Miroirs. Et c'est avec ce titre que vous allez faire une première tournée en Hollande. D'ailleurs, je sais que tu as été vu par pas moins de 2 millions de téléspectateurs. Absolument. J'ai fait ma première télé et je pense la seule depuis. On n'est jamais repassé à la télé, mais c'était assez impressionnant. Les Petits Miroirs, donc la chanson a été retenue sur une compilation qui s'appelle Filles Fragiles. Alors on était aux côtés de Jane Birkin, de Vanessa Paradis, et donc mais bon pour le talk show à Amsterdam, on était les bons clients, on était certainement moins chers que Vanessa Paradis. Donc ils nous ont demandé de venir pour faire une petite intervention en live. Donc, la partie avec ma petite guitare et puis mes 4 accords en poche parce que j'étais toute jeune, j'apprenais à peine à jouer de la guitare et on a chanté 2 couplets en refrain. Je me souviens, il m'allait super maquillée. Enfin, c'est un autre univers la télé. Hein. C'est pas comme la scène. Donc, c'était chouette de faire cette découverte-là et d'avoir avec Benoît Pillon qui était notre guitariste à cette époque-là sur le plateau pendant 1h30, entendre des briques, et rien comprendre. Alors, je hochais de la tête, très, très bonne élève, en me disant, bon, à un moment, ils vont dire certainement quelque chose qui va me donner le go, le top départ. Donc, quand j'ai compris que c'était à mon tour, j'ai chanté ma petite chanson et en fait, je l'ai vue en rediff à l'hôtel le soir. Et quand c'était la dernière de l'année et elle avait été primée, cette émission de télé. Et quand on m'a dit que ça avait été vu par 2 millions, c'est là que j'ai eu peur après. Et je me suis dit, mais tu es complètement inconsciente, ma fille, de faire ce genre de choses. Mais voilà, donc c'était une très belle première expérience de voyage qui a été suivie par plein d'autres voyages. On a été en première partie de Peter, Björn & John à Stockholm. Donc ça, c'était très cool. J'avais emmené mon copain Martin à la batterie. Ensuite, et puis après, la grande histoire de l'Asie. On a eu une rencontre avec les Asiatiques qui a été tout à fait surprenante. C'était le moment de MySpace où on avait une page MySpace et Lou, qui est notre producteur taïwanais, on lui a tapé dans l'œil et il s'est dit tiens, ce groupe-là, ça va plaire aux gens qui achètent les disques de mon label. Et ça a pas loupé. Alors, il a fait du très, très bon travail aussi. Il a su mettre en avant notre groupe et nous valoriser il a été vraiment fort pour nous mettre en avant et ça a marché là-bas. On a eu vraiment beaucoup de retombées, beaucoup de fans. On a fait plusieurs tournées. La première, c'était, je sais plus en quelle année, mais c'est arrivé assez vite en fait. Hein. C'est arrivé assez vite. On a commencé par Taïwan et puis après, les labels entre eux, ils ont des copains ou c'est des relations de travail qui se sont créées. Et on a eu un label en Corée, un label en Chine. On a sorti aussi l'album au Japon. On a d'ailleurs fait des collaborations avec Toshia, qui est un compositeur merveilleux, qui a fait des belles chansons pour Peppermoon. Sur les autres albums, il y a Le Refuge, qui est une très très belle chanson écrite par Toshia, qui est japonais. Il y a eu des collaborations aussi par la suite avec Shina, qui a écrit une des chansons du dernier album de Peppermoon. Donc l'Asie a un grand rôle dans la carrière de Peppermoon. Oui, parce qu'en plus, ils vous ont adopté là-bas parce que vous aviez fini votre premier album. Nos Ballades étaient quand même juste en dessous de Lady Gaga et de je me souviens, Susan Boyle. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a eu quand on a été faire la première tournée, donc on arrive, on est des inconnus vraiment complets en France et dans le monde entier d'ailleurs. On n'a pas du tout idée de ce qui va se passer.
sur ce salon du livre, on fait quelques interventions live qui se passent très bien. Les gens sont très contents et je commence à signer des autographes. C'est la première fois de ma vie que je signe un autographe, donc je suis hyper contente. Alors je leur demande, mais comment vous avez connu tout ça en se parlant en anglais et donc là je discute et puis ils veulent une photo et puis alors il y a une autre jeune fille derrière qui a l'album, qui veut le faire signer. Donc en fait je commence à signer des albums, puis il y a tout le temps des gens qui arrivent et puis à un moment en fait je relève la tête de ma table où j'étais en train de signer et je vois qu'il y a 50 personnes qui attendent et là moi je tombe de mon siège, je me dis mais que m'arrive-t-il en fait, mais ils viennent me demander des autographes vraiment à moi. Et donc cette semaine-là dans les ventes taïwanaises internationales on est 3e derrière Susan Boyle et Lady Gaga, ce qui est quand même complètement délire quoi. Et puis on remplit des salles, ça a été ça aussi le plaisir de ces tournées, c'est que quand à Paris on peinait à remplir un théâtre de 50 personnes, on mettait nos grands-mères, nos copains, et puis voilà, noyés dans toute les propositions musicales qui existent. On était complètement noyés, et là-bas, en fait, les salles étaient remplies et les gens venaient vraiment nous voir. Donc moi, ça a été vraiment ça a été un plaisir. Pas que j'ai commencé à chanter pour être une star, ça n'a jamais été l'objet. Ça, je me suis pas formulé que je voulais être connue. D'ailleurs, je trouve que les gens connus sont quand même sacrément embêtés dans leur vie quotidienne. Donc, je trouve ça très cool d'être totalement inconnu et de pouvoir aller chercher son pain bien tranquille. Mais par contre, c'était complètement inopiné et c'était jouissif en plus du côté surprise que ça avait pris, quoi. Ouais, parce que vous avez fait 7 tournées là-bas et en plus, les premiers temps, quand tu y es allée, tu avais 20 ans? Mais oui, j'étais toute jeune. J'avais 20 ans. Ça doit être le début des tournées en Chine et à Taïwan. Ça devait être 20 ans. Alors j'étais ravie. J'étais ravie avec ma guitare sur le dos, mon ukulélé, mes quelques robes qui se froissaient pas trop dans la valise. Et puis c'était parti. Et là-bas, on était accompagnés par des gens charmants qui nous faisaient un peu la traduction. Parfois, quand on arrive dans une salle de concert à Shanghai ou à Tianjin ou à Hangzhou et que l'ingé son ne parle pas tellement anglais parce que il y a pas tant, il y a aussi beaucoup d'artistes chinois qui se produisent dans ces salles. C'est pas mal d'avoir un interprète de temps en temps qui permet de faire une petite traduction en anglais. Alors des fois, on s'est retrouvé dans des situations où on avait des problèmes techniques, j'ai eu une salle où je pense que le guitar tech, enfin le mec qui était là pour s'occuper des instruments, des branchements et tout, pendant qu'on a été dîner juste avant le concert, juste entre les balances et le concert, il a dû faire tomber ma guitare. Et pas me le dire, certainement. Je me dis, mais ce gars-là, peut-être qu'il s'est dit, mais j'arriverai jamais à rembourser un truc pareil. Bon, voilà. Donc, il a rien dit et je monte sur scène. Et en fait, ma guitare est cassée, mais je m'en rends pas compte. Oh. Et je comprends pas, ma guitare se désaccorde tout le temps. Et à un moment, je regarde la guitare et je vois une fente et je vois la table de la guitare qui est en train de se décoller. Et je me dis, ok, donc ma guitare est pétée. Et là, il faut que je finisse mon concert. Donc en fait, il y a des photos sur Insta et sur Facebook où j'ai une guitare rafistolée avec du Chatterton noir parce qu'il faut finir la tournée, quoi. Et la guitare, c'est tout. Elle est et puis d'ailleurs cette guitare, elle rentrait pas dans la housse. La veille de ma première tournée, je me souviens très bien. Je suis dans l'appart, je m'apprête à mettre la guitare dans la housse semi-rigide parce que ça, personne imagine, mais emmener des instruments en tournée, c'est quand même un sacerdoce parce que dans les avions, ça ne rentre pas en passage cabine, sauf qu'une guitare dans une soute, ça voyage très très mal. Ouais. Donc j'achète une espèce d'entre-deux, une housse pas trop lourde mais semi-rigide, et en fait la guitare rentre pas dedans parce que c'est une guitare qui a la tête qui est assez ornée et qui est un peu grande. Donc, en fait, la veille de ma première tournée, je suis avec la scie sauteuse en train de couper la tête de ma guitare pour qu'elle rentre dans sa housse. Donc, voilà, c'est des trucs rigolos. C'est un peu l'envers du décor, mais globalement, toutes les dates se passent très, très bien. On a toujours d'excellents souvenirs à Pékin.
Autant parfois à Shanghai, on a eu des problèmes techniques, on a eu des petits soucis. Mais alors à Pékin, il y a toujours une atmosphère avec des gens charmants et des concerts vraiment réussis. Donc ça nous porte chance cette ville. Et puis en plus, j'adore cette ville. J'aimerais vraiment y retourner. C'est hyper authentique. Il y a des quartiers dingues qui s'appellent les Hutong. C'est les quartiers historiques chinois qui sont avec les maisons un peu comme on imagine avec les toits chinois quoi. Et ça c'est vraiment génial de se balader dans ces ruelles. C'est un peu hors du temps, c'est un peu hors de Zara, H&M qu'on retrouve aussi à Pékin, mais pas dans ces quartiers-là. Donc c'est encore préservé. Et je sais qu'il y a aussi un festival en Chine qui est un peu votre festival malheur. Ah ouais, on a le Dreamer Festival. Ça nous a pas porté chance. La première fois, on est arrivé à Hangzhou, qui est une ville splendide autour d'un très beau lac. Et vous l'aurez compris, je suis assez sensible à la beauté de la nature. Et à Hangzhou, on sort de la chambre d'hôtel, on était prêts, j'avais la guitare sur le dos, on était prêts à aller faire les balances sur scène. Très beau festival de musique internationale. Et en fait, là, Chui, qui était le chinois de la maison de disques qui nous accompagnait, avait l'air contrit et nous dit vous allez pas pouvoir jouer. Et là, on me dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, il y a un Suédois ou je sais pas un Hollandais qui d'un groupe qui a dit qui a osé émettre une critique sur le gouvernement chinois et en fait là c'est fini, terminé. Tous les groupes internationaux sont interdits de séjour sur la scène. Ils ont mis des groupes chinois à la place. Donc nous à 10 minutes de faire nos balances et de faire notre concert sur ce beau festival, on est hyper frustrés quoi. Donc on va voir le groupe chinois qui nous remplace, la mort dans l'âme. Bon et puis c'est tout, ça c'est comme ça, faut accepter parfois. Ça rigole pas du tout dans ces pays-là. On n'a pas trop le droit de donner son avis. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter dans le dernier album Les Rois se meurent. C'est un peu inspiré de ce genre de pays où il y a des hommes puissants et pas forcément bien intentionnés qui ont beaucoup de pouvoir et qui pensent avoir vraiment raison. Donc voilà le premier festival qui c'est un échec, nous ne montons pas sur scène. Et le deuxième, alors là tout se passe bien, les étoiles sont alignées, on est à Pékin, on se dit Pékin c'est top, c'est notre ville, on va super bien jouer. Il fait beau, c'est dans un stade, c'est une scène énorme avec, il y a plein de monde, ils ont vendu plein de tickets, c'est top. Et en fait, on est sur scène, on fait nos balances, et là se lève un vent à décorner les bœufs. Vraiment, j'avais ma housse de guitare semi-rigide s'envole. J'ai carrément j'ai les cheveux à l'horizontale. Il y a un vent de dingue qui rend l'accès à la scène dangereux. Donc, on nous demande de descendre. On voit vraiment des pans de la scène à moitié qui s'arrachent. Enfin bon, c'est la cata. Et en fait, là, les personnes du festival me disent est-ce que vous pouvez, pour faire attendre, on va attendre que le vent cesse, mais les gens ont payé leur ticket, ils attendent, est-ce que vous pouvez faire un petit concert sur la pelouse? Donc on fait moi je prends ma guitare, Pierre a pas de piano parce qu'il n'y a pas de branchement électrique en plein milieu de la pelouse, mais je commence à faire quelques chansons comme ça, juste guitare-voix, j'ai pas de micro. Les gens, alors c'est ça la magie des Asiatiques, c'est qu'ils sont hyper respectueux et hyper discrets. Donc en fait, ils s'assoient, il n'y a pas un bruit, tout le monde écoute. Et moi, je suis toute seule au milieu de mon stade avec ma guitare. Et je fais quelques chansons. Alors après, Pierre m'accompagne avec des petites percus, des petits œufs, des petits shakers, des trucs comme ça. Et ça finit avec un technicien qui m'amène un micro. Donc c'est super, Alors génial, j'ai moins besoin de chanter fort parce que il y a quand même beaucoup de vent, je le rappelle. Je peux chanter plus doucement, mais par contre je m'entends avec 2 secondes de décalage parce que la façade est loin. Et oui. Donc entre ce que moi je chante et ce que je commence no bad. Donc ça fait ça et donc je suis obligée de me concentrer à un point dingue pour réussir à chanter et pas me décaler. Enfin voilà. Après, on m'amène un micro pour ma guitare et voilà. Et au fur et à mesure, on a tous les
les Européens, et puis il y avait des Américains, il y avait des Australiens, il y avait des gens de partout. Les gens, au fur et à mesure, on a refait une petite scène par terre qui était pas dangereuse, où il n'y avait pas les grosses enceintes qui menaçaient de nous tomber sur le coin du nez. Donc voilà, ça a été, ce festival. J'ai quand même, je pense 2 ans après, gagné une petite enveloppe qui m'a permis de m'acheter un vélo. Je me suis dit que c'était c'était symbolique de m'acheter un vélo qui continuerait de me faire voyager avec les sous de la Chine. C'est génial. Ah ouais, c'était des chouettes expériences. Et c'est vrai que, tu l'as souligné, on a aussi une culture qui est complètement différente de tous les pays que tu as pu traverser en Asie. Est-ce que tu as dû aussi, j'imagine, t'imprégner de cette culture et avoir des codes, parce que on a des codes qui sont complètement différents? Alors c'est clair que j'avais pas du tout envie de faire ou de dire des choses qui pourraient vexer ou choquer ou heurter. Pas que notre musique soit sexe, drogue and rock'n'roll. Je ne n'égorge pas de petits chats sur scène, mais j'avais peur. J'avais envie de leur offrir le meilleur et de pas faire d'impair. Et c'est vrai, quand on arrive dans une culture différente, il y a des choses à connaître. Donc j'ai potassé mon guide du routard, et puis j'ai appris aussi là-bas. Donc je dirais que ce qui m'a paru le plus normé, le plus codifié, le plus extérieur à ce que je pouvais connaître, c'est le Japon. Ouais. Le Japon, il y a vraiment c'est un autre monde, vraiment. Les Japonais ont tout un tas il y a un truc qu'on comprend pas trop en France, c'est et ce qui régit beaucoup de choses dans leur vie, c'est que on peut pas perdre la face au Japon. Donc tout doit être fait pour que on n'amène pas l'autre, celui qui est en face de nous, à perdre la face. Donc par exemple, quand on offre un cadeau, on doit l'accueillir avec les 2 mains. Il est toujours offert avec les 2 mains. Mais même quand on donne une carte de visite, ou on donne avec les 2 mains et on doit recevoir avec les 2 mains. Et par contre, on n'ouvre pas les cadeaux devant les gens. Parce que si ça nous plaisait pas, si ça plaît pas, et que la personne qui vient d'offrir le cadeau s'en rend compte, elle perd la face. Donc, c'est une espèce d'affront. Enfin, c'est des choses qui nous paraissent à nous un peu incongrues. Donc, faut se mettre dans cette atmosphère-là. Et puis, quand on sait ces quelques codes, ça va bien. On plante pas les baguettes dans le riz. ça roule. Et puis, on passe des bons moments. Et bon, après, ils ont une tolérance par rapport aux étrangers qui viennent et qui connaissent pas forcément tous leurs codes. Mais en tout cas, c'est très chouette de se frotter à une nouvelle culture. Ça a énormément inspiré Pierre. Il y a beaucoup de chansons comme ça qui ont trouvé naissance dans l'imaginaire que lui apporte l'Asie. Et d'ailleurs, sur le nouvel album, une chanson qui s'appelle Bleu Nuit, et c'est une chanson qui a été composée par Anne, qui est un ami taïwanais de Pierre, qui est un pianiste talentueux et qui a fait une très belle chanson. Voilà, on aime mettre dans la musique ces influences-là, et il y en a de tout un tas d'autres coins du monde. Hein. Le single de l'album s'appelle À nous, et on a une sonorité qui vient plutôt du Brésil. Il y a un côté un peu bossa nova dans le rythme, qui est joué par les guitares de Paul Abirached, que j'embrasse également. Tout un tas de couleurs viennent donner du relief et du sens à cet album. Il voyage, Peppermoon nous fait voyager, et dans les chansons, on espère faire voyager les gens qui écouteront. Vu que tu as parlé du single À nous, qui a d'ailleurs été le premier extrait de cet album, je te propose qu'on l'écoute, et comme ça on en parle juste après. Super. Un instant d'insouciance, ça n'a pas de prix. Ceux qui pour nous le pensent seraient bien surpris. Se parler à l'oreille, serré sous l'orage, enfin croire au
ferme, les démons s'éloignent, rien ne vient sans problème, mais tout ce qu'on y gagne. Oh, c'est à nous la croisée des chemins, à nous la création du monde, à nous la courbe de nos mains, à nous la couleur du levant, à nous la qualité de l'onde, à nous la chorale en deux temps. Tous les désirs s'achètent, mais l'amour se donne. Son prénom dans ma tête, voyelle et consonne. C'est à nous la croisée des chemins, à nous la création du monde, à nous la courbe de nos mains, à nous la couleur du levant, à nous la qualité de l'onde, à nous la chorale en deux temps. Extrait de l'album Les chansons de la théière volume 2 de Peppermoon. Tu es avec moi aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi un volume 2 ? Bon, il existe un volume 1 évidemment qui est sorti en 2019. Est-ce que c'est deux albums qu'il faut écouter à la suite ou ils sont complémentaires ? Alors, ils sont plus complémentaires que vraiment. Et donc, vous comprendrez les chansons du deuxième album si vous n'avez pas écouté le premier. Il n'y a pas de lien direct. C'est plutôt un lien temporel et géographique. Avec Pierre, on s'est retrouvés après plusieurs années de pérégrination. Chacun a fait un petit peu sa vie de son côté. Pierre a écrit pour d'autres artistes, pour Elsa Kopp, pour Emma Solal, pour Elisa Point. C'est tous les E pour Erika Buettner aussi, qui est une anglaise que j'ai pas vue depuis très longtemps, mais que j'aime beaucoup. Donc Pierre a écrit pour pas mal de gens comme ça. Il a fait des albums, il a fait des folies. Il sort un album aussi en ce moment. Je vous invite à aller écouter Pierre Fa. En 2018, il a fait, je crois, il a sorti un EP par mois, donc il a sorti 5 ou 6 chansons par mois pendant 1 an. Tu sais, c'est des projets un peu fous, un peu rigolos que Pierre aime expérimenter. Et donc, on s'est pas vu pendant un moment. On avait des contacts, on s'appelait, mais on se voyait pas forcément. Et moi, j'ai fait des enfants, donc ça m'a pris pas mal de temps et j'ai aimé me plonger dans mon rôle de maman, la tête la première.
Et passé quelques années, on s'est manqué et on a eu envie de refaire des chansons ensemble. Donc, on s'est mis dans notre petite bulle pendant plusieurs jours. On a enregistré des chansons, on a bu des hectolitres de thé, oolong, noir, vert, de toutes les couleurs. Et, euh, et on a enregistré les 2 albums, en fait. On a enregistré assez vite les 2 albums, l'un et l'autre dans la même énergie. Et ensuite, alors le premier a tout de suite trouvé sa forme et le deuxième a mis un petit peu plus de temps. Il manquait un texte sur une chanson. Il y a un arrangement qui était pas tout à fait fini. Et puis il y a plein de qui ont été empruntés à des compositeurs, à d'autres compositeurs sur le deuxième, enfin sur l'album qui est en train de sortir. Il y a Benoît Pillon qui a écrit la chanson Garde-moi, notre premier guitariste. Marie-Jeanne Ziegler qui a écrit une chanson qui s'appelle Yeah Yeah Girl. Shina, une artiste coréenne qui a écrit Et ton ombre est parti. Enfin voilà, il y a plein de chansons. Et Elsa Kopf, que j'embrasse. Mais j'embrasse tout le monde, hein, évidemment. Je vous embrasse vous, Elsa aussi. Je vous embrasse. Et Elsa qui a écrit 2 chansons que j'aime beaucoup, qui sont très très rigolotes. Il y a Fellini Circus Girl, où je me transforme en, vous savez, la femme qu'on coupe en 2 dans une boîte au cirque. Ça c'est voilà, donc c'est très rigolo. On se balade dans des histoires. Le monde est assez lourd et plein d'histoires tristes et de guerres et de choses qui peuvent être angoissantes. Alors via nos chansons, on partage la légèreté d'une histoire qu'on s'invente, la légèreté de l'imaginaire, la légèreté de regarder les nuages et d'y voir des formes incroyables et extraordinaires. La chanson Cloud Appreciation Society est vraiment très cool pour ça et c'est Elsa qui l'a composée aussi. Donc voilà, les 2 albums sont liés, mais ils sont sortis l'un après l'autre. On a accouché 2 avec un peu de délai. Et comment est-ce que... Bon, il y a tout le monde, enfin, tu l'as évoqué, tu disais que c'était Pierre qui écrivait, qui composait beaucoup, mais pour cet album, en tout cas, il a fait appel à d'autres personnes. Comment est-ce qu'il te présente les chansons qui sont finalement des maquettes? Alors, il a toujours fait des voix démo dessus. Ouais. En général, il les a chantées. Et il me les présente gentiment. On se fait un petit baise-main et puis après, on voit si on se plaît. Et alors, la plupart du temps, il a déjà une idée en tête. Il me connaît bien, il connaît ma voix, il connaît la façon... il connaît ce que j'aime pas aussi. Alors, il n'y a pas grand-chose qui fait que j'aime pas, mais il y a des textes, il y a des ambiances qui vont être plutôt pour lui, qui vont être plus dans le velours et moi je vais être plutôt dans le je sais pas, dans le vert pomme, quoi. Donc j'aime bien les choses les chansons qui sont fraîches, qui sont amusantes, où on peut avoir de l'espièglerie, un peu d'enfance dedans. Donc il a fait sa présélection et Pepper Moon, il sait ce qui va marcher. Et ensuite moi, j'ai juste à faire mon choix. Alors ça, c'est merveilleux, ce moment où j'écoute des chansons et je dis « Ah, celle-là, j'aime vraiment bien. Ça me parle. Je sens que je vais savoir interpréter ça. » Et puis d'autres qui mettent plus de temps. Parfois, il insiste un peu et puis souvent, il a raison. Quand il insiste, après, quand je les chante, je me dis « Ok, ouais, c'est vrai, c'est bien. » Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et ensuite, c'est dans son appart à Montmartre que Paul vient faire des guitares. Philippe Istria, qui est notre dernier batteur en date, vient faire La dernière fois, j'ai vu des images où il est en train d'enregistrer il a des petits ballets, il est en train d'enregistrer en tapant sur une affiche. Enfin bon, il cherche Chez Pierre, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a tout un tas de petits instruments, des omnicordes, des auto-harpes. Voilà, il filme sur Internet tout un tas de petits sons rigolos. Il aime jouer avec les sons. C'est pas du bête piano-voix où on ne s'est pas posé la question. Il aime mettre plein d'ambiance dans les chansons. Et est-ce que parfois, quand vous travaillez sur un album, sur une chanson, est-ce que ça t'arrive de dire j'ai envie de parler de ça ?
Pas vraiment. Les thèmes sont dans les chansons. Après, c'est moi qui ai plus ou moins envie d'aller vers une chanson qui parle d'une chose ou d'une autre. Euh, mais je lui ai pas fait tellement de commandes, non. Je laisse libre sa créativité et il a des phases créatives très très fortes et puis des phases où il est au repos, c'est l'hiver, il fait tout un tas d'autres choses, mais il n'est pas forcément dans la création de textes. Donc j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis prof de chant en fait. Donc, c'est ça qui permet de payer mes factures parce que les streamings sur Spotify me paye pas encore tout à fait ma vie. Donc, j'ai trouvé ce moyen que j'aime beaucoup de donner des cours de chant. Et je vois à quel point, quand on laisse libre un interprète de s'approprier la chanson, donc, par exemple mes élèves, je vois à quel point une chanson peut être chantée par deux personnes différentes et résonner d'une manière très très différente. Parce que les vécus sont différents, les heures dans la vie sont pas les mêmes et par exemple la chanson À nous, vous avez entendu tout à l'heure, je l'ai chantée quand j'avais 18 ans et je l'ai rechantée quand j'en avais 35. Entre-temps, il m'est arrivé tout un tas de trucs joyeux comme tristes, des difficultés, je suis devenue maman, j'ai perdu des gens que j'aimais et donc ça résonne pas pareil en fait. Cette chanson qui parle de capter les bonheurs simples, aller chercher l'émerveillement devant un coucher de soleil, l'émerveillement d'avoir quelqu'un sur qui compter. À 18 ans et à 35, ça résonne pas pareil. Donc, j'ai pas vraiment besoin de faire mes commandes. J'ai plaisir à me laisser porter par ces textes et avec le moment, mon mood du moment à apprécier ce que ça raconte. Et là, quand je suis en train de vous parler, je suis allongée dans les pâquerettes et il y a une petite abeille avec ses pattes remplies de pollen qui est en train de faire son petit marché dans les pâquerettes. Voilà, je vous partage mon moment de plaisir simple. Justement, les plaisirs simples, il y en a aussi, j'imagine, sur scène. Est-ce qu'avec ce nouvel album, vous allez retrouver la scène ? Alors, on va retrouver la scène le jour de mon anniversaire, le 3 juillet. Alors, c'est une scène qui est un petit peu particulière. C'est une session live pour France Bleu. Et donc, on va chanter 6 chansons. Et c'est toujours une date un peu clé, cet anniversaire. Le 3 juillet, il se passe toujours des trucs très chouettes pour nous. Le premier concert de Pepper Moon a été au Café de la Danse le 3 juillet. Donc, ce projet a commencé sur scène le 3 juillet. Il y a 2 ans, on était à Düsseldorf le 3 juillet. Et donc, je fête mon anniversaire sur scène. C'est toujours un bonheur et une date un petit peu spéciale. Ensuite, on verra où ça nous emmène. On verra où l'univers a décidé de nous emporter. Est-ce que c'est des dates à Paris? Est-ce que c'est des dates... ça dépend aussi de là où les gens nous écoutent et ont envie de nous entendre. Parce que... noyé dans le tsunami de la musique aujourd'hui et du streaming, c'est plus comme il y a 50 ans. Hein. On nous attend pas, donc il faut que les chansons fassent leur petit bout de chemin et qu'on les amène sur scène si des gens ont envie de les entendre. Justement, en attendant qu'on puisse vous voir sur scène et à découvrir d'une autre manière aussi finalement les chansons de ce nouvel album sur scène. Quel est l'endroit que tu conseillerais à celles et ceux qui nous écoutent pour écouter cet album, un endroit ou un moment ? Eh bien, un moment, c'est le moment où vous avez le temps. C'est le moment où vous avez pas d'email qui vous embête, vous n'avez pas les enfants à aller chercher à l'école, la machine ne sonne pas à la fin. Prenez ce temps pour vous. Mettez-vous dans un endroit confortable ou face à la mer ou dans un parc avec de bons écouteurs ou dans votre canapé avec une tasse de thé ou un whisky si vous préférez et puis savourez offrez-vous ce moment d'écouter un album en entier et de voir la magie qui peut en sortir et les histoires que ça peut vous raconter.
On a parlé du passé, on a parlé, on a fait un petit peu le tour de Peppermoon de manière très, très, très accélérée. On a aussi parlé du dernier album qui est sorti. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais, à l'enfant qui commençait un peu à toucher au piano, si tu pouvais lui parler? Alors, si je pouvais lui parler, je lui dirais d'avoir confiance, de dire beaucoup oui, de pas trop réfléchir, de continuer à être dans la vie, d'observer, de vivre et d'avoir les oreilles, les yeux et les sens ouverts à tout ce qui peut passer pour générer de la création, avoir des interactions humaines enrichissantes, faire du bien autour d'elle. Voilà ce que je dirais. C'est ce que tu fais, toi? Je crois que c'est ce que je fais. Je crois que j'ai dû faire des erreurs, hein, évidemment. J'ai dû faire plein d'erreurs, mais j'essaie de pas rester dessus. Et puis, je suis assez satisfaite du parcours, même si j'ai pas la carrière disons que on est encore très confidentiel dans plein d'endroits dans le monde, mais j'ai une vraie satisfaction à faire le métier que je fais, à vivre de la musique, à faire ça toute la journée, à pas faire trop de mal à la planète en faisant de la musique quand même globalement par rapport à d'autres qui, je sais pas, il y a des métiers qui sont un petit peu moins green que la musique. Donc ça reste assez aligné avec mes valeurs et j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et je trouve un équilibre. Donc j'ai quand même assez de satisfaction et surtout je me lève le matin en me disant pas oh là là, il faut que j'aille travailler. Ça c'est vraiment une grande chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pressurisés au travail et qui s'amusent pas, qui voient pas de fun dans leur vie et moi j'en vois toute la journée donc c'est plutôt cool. Ah, il y a des beaux chemins de vie, je crois que je vais venir te rejoindre. Ah mais viens donc. Je te propose qu'on se quitte en musique et je te laisse même choisir et introduire le titre de l'album Les chansons de la Théière Bleue volume 2 que tu souhaites. Alors, on pourrait écouter une chanson un petit peu plus up-tempo qui va bien avec l'heure de diffusion de cette émission à 11h. Je trouve qu'à 11h, il faut boire un café, parce que alors moi j'adore boire un café avant le repas. D'ailleurs, des fois j'arrive au resto et je demande un café et les gens me regardent, mais vous voulez vraiment un café? D'habitude on commence par un apéro, non moi je bois un café. Un petit café un peu serré et puis après on met Les Rois se meurent et Les Rois se meurent c'est le deuxième single de l'album qui est un peu plus pop, qui a plus de pêche et qui amène à la réflexion, qui tend le doigt vers tous ces gens qui sont sûrs d'avoir raison et de leur amener peut-être le questionnement. Est-ce qu'on peut aussi, sans douter de nous-mêmes, on peut se questionner et se dire tiens, là la pâquerette à côté de moi, elle est blanche et jaune parce qu'on m'a dit que c'était ça les couleurs, mais peut-être que c'est pas vraiment ça les couleurs. Voilà, ça ouvre vers la question, ça ouvre vers l'imagination. Les Rois se meurent, c'est une chouette chanson pour se donner la pêche. Et on écoute tout de suite cette chanson Les Rois se meurent. Merci beaucoup Iris d'avoir été avec moi. Merci Elsa. Et merci de m'avoir accueilli. Je t'en prie, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à suivre Peppermoon sur les réseaux sociaux. Comme ça, s'il passe vers chez vous, vous serez prévenus et vous pourrez y aller. Et puis comme ça, pour les prochains singles et albums que je vous souhaite, on sera au courant de la sortie. Merci beaucoup, puis je te dis à très vite. Les rois se meurent dans des palais d'illusions, sans la moindre erreur, sans la moindre hésitation. Bien sûr, il est midi à ta porte. C'est bien pour ça que le diable t'emporte. Les rois se meurent d'avoir toujours eu raison. La terre est plate tant que tout le monde le dit. La terre est
et le contraire interdit. L'incertitude me paraît plus fréquentable. L'incertitude fait plus joli sur ma table. Ma vérité, c'est la relativité. Les rois se meurent dans des palais d'illusions, sans la moindre erreur, sans la moindre hésitation. Bien sûr, il est midi à ta porte. C'est bien de ça que tes amours sont mortes. Les rois se meurent d'avoir toujours eu raison. Chacun des brumes dans un endroit différent. Chacun des brumes, peut-on les saisir vraiment? Alors je doute, je reviens sur la question. Alors je doute, je demande des précisions. Et je m'en tiens au bonheur des petits riens. Les rois se meurent dans des palais d'illusions, sans la moindre erreur, sans la moindre hésitation. Bien sûr, il est midi à ta porte. C'est bien pour ça que le diable t'emporte. Les rois se meurent d'avoir toujours eu raison.